négociations sur le nucléaire vont se poursuivre au-delà de la date butoir prévue ce soir. Plusieurs sujets restent à débloquer, notamment l'embargo sur les armes qui frappe l'Iran depuis plusieurs années. La Grèce s'apprête à demander une nouvelle aide financière à l'Europe, mais elle a également soumis ce soir de nouvelles propositions concernant les réformes et sa dette. Le sommet européen extraordinaire a lieu ce soir à Bruxelles. Il y a tout juste un an, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2014, Israël déclenchait l'opération Bordure protectrice à Gaza. Plus de 50 jours de guerre et des centaines de victimes. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. C'est une négociation tendue qui s'ouvre ce soir à Bruxelles. Une fois de plus, les créanciers européens vont examiner les nouvelles propositions du gouvernement grec après le vote du référendum de dimanche. Des propositions qui sont étudiées en ce moment même. On va y revenir dans un instant. Mais ce qui a changé depuis dimanche, c'est l'état d'esprit de l'Allemagne. L'Allemagne qui semble plus qu'agacée par l'attitude des Grecs. Et l'on voit bien que les Allemands sont tous derrière l'intransigeance incarnée par la chancelière Angela Merkel. Explication tout de suite avec Julia Ganancia. Angela Merkel, chancelière de fer, en casque à pointe, en une de Bild. Depuis le référendum en Grèce, peu de journaux allemands trouvent un sens positif au nom grec. L'hypothèse d'un Grexit fait la une de la presse outre-Rhin. Le 22 juin, Bild lançait un sondage pour ses internautes. Sans surprise, les Allemands se prononçaient à 88% pour le Grexit et à 93% contre toute aide supplémentaire à la Grèce. Car dans la rue aussi, la crise grecque est sur toutes les lèvres. Nous devons vraiment trouver une solution. Soit la Grèce décide de rester dans l'Union européenne et à ce moment-là, ils acceptent toutes les conditions, ou alors ils disent « nous sortons de l'Europe ». Nous allons devoir attendre pour voir ce que l'avenir nous réserve et ce que l'avenir réserve à la Grèce. Le tabou a sauté. Les Allemands qui, avant le référendum, se demandaient si une sortie de la Grèce de la zone euro était possible, semblent aujourd'hui convaincus qu'elle est inévitable, voire souhaitable. L'évolution du langage d'Angela Merkel le confirme. Désormais, la ligne de l'Allemagne est que mieux vaut un Grexit qu'une zone euro dont les règles ne seraient pas respectées par ses membres. L'option de nouvelles négociations avec la Grèce reste sur la table, mais aujourd'hui, au vu des résultats du référendum, les conditions pour entamer des discussions sur un éventuel programme d'aide ne sont pas réunies. Berlin se montre pour l'instant ferme à l'égard d'Athènes, refusant de négocier une restructuration de la colossale dette du pays. Cette renégociation est pourtant une condition posée par le gouvernement grec pour trouver un accord avec les créanciers du pays. Ce mardi, le ministre de l'économie et vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel réaffirme qu'une éventuelle discussion sur un allègement de la dette grecque n'est pas envisageable avant la mise en œuvre de réformes par Athènes. Je suis souvent agacé par ce que le gouvernement grec a fait. Mais une partie de la vérité, c'est que la misère n'est pas de leur faute. C'est plutôt au gouvernement précédent, à l'élite économique et politique de porter la responsabilité. Ils ont pillé le pays et ce qui doit être dit, c'est que l'Europe a assisté à ça pendant longtemps et n'a rien dit. Entre la Grèce et l'Allemagne, le divorce semble donc prononcé. Alors qu'à Athènes, le gouvernement affirme être désormais en position de force pour négocier avec les Européens, les Allemands pensent exactement l'inverse. Pour nombre d'entre eux, il n'y a plus rien à négocier, si ce n'est la sortie de la Grèce de la zone euro. Alors, notre invité ce soir, Nissim Zvili, bonsoir. Vous avez été ambassadeur d'Israël en France, notamment. Comment vous voyez cette crise qui semble avoir du mal à se dénouer entre la Grèce et l'Europe? Est-ce qu'il y a une issue pour vous? Est-ce que la Grèce doit sortir de l'euro, par exemple? Je dirais tout d'abord que les pays de l'Europe, et toute l'Europe, doivent respecter les valeurs de base de l'Union européenne. Et entre ces valeurs de base, il y a de respecter la démocratie et l'indépendance de chaque pays. Maintenant, il y a un vrai problème en Grèce. Si quelqu'un croit que la seule solution, c'est d'assurer que les pays riches vont être remboursés par les Grecs, ce n'est pas une vraie solution. Par exemple, je peux donner l'exemple de l'Irlande il y a 20 ans. Il y a eu un plan de réhabilitation de l'économie, de la vie sociale. Il faut assurer la croissance de l'économie grecque.
il faut lutter contre le chômage de 25%. Il faut essayer de permettre à ce peuple à se réveiller, à se reconstruire pour être capable plus tard. Peut-être ça va prendre 10 ans, peut-être ça va prendre 15 ans, mais il peut être capable de repayer, de rembourser ses dettes. Il y a un deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que le prix de ces prêts, qui est un prix qui n'existe, les intérêts payés par les Grecs à l'Allemagne, par exemple, sur presque 100 milliards d'euros de dettes, c'est un taux d'intérêt qui n'existe nulle part dans un monde où il y a zéro croissance. Vous savez qu'en Israël, ou dans 80% des pays développés, le taux d'intérêt est zéro. Et il y a même des taux d'intérêt négatifs. Mais les Grecs, ils sont en train de payer 5 et 6% sur des centaines, des dizaines de milliards d'euros. Ça veut dire que ça mène où? Si on veut assurer que la Grèce quitte complètement l'Union européenne, ok, on leur dit, ok, on n'est plus intéressé, on va trouver une solution à notre dette, il y a des coûts, il y a tout ce qu'on veut, il y a de la justice, on va attendre, et on permet à ce peuple à se reconstruire lui-même, même s'il doit retourner à la drachme. Il y a cette option existe. Mais si, comme les Grecs le disent, on veut être partie de l'Union européenne, mais on veut le faire avec une certaine fierté, en mettant en considération nos capacités économiques d'aujourd'hui, on est prêt à un long plan, on est prêt à réduire nos salaires. Vous savez que le salaire des employés grecs depuis le début de la crise, il y a 3 ans, a diminué de plus de 30%. Donnez-moi un seul pays en Europe, un seul pays, je ne parle pas des retraites, les retraites ont diminué de 50%. Donnez-moi un seul citoyen européen, un Français, un Allemand, un Hollandais, un Belge, qui est prêt à renoncer à 50% de son salaire pour essayer de contribuer à la reconstruction de l'économie grecque. Je ne comprends pas les positions de l'Allemagne. Ils sont forts, ils sont puissants, c'est leur richesse. La richesse des Allemands est construite sur la pauvreté des Grecs. C'est ça le vrai problème. C'est eux, pourquoi ils ont prêté à la Grèce 100 milliards d'euros? Pourquoi ils l'ont fait s'ils n'étaient pas sûrs de recevoir leur argent? Parce que c'était le taux d'intérêt. Parce que là-bas, ils recevaient 5 ou 6%. Et s'ils auraient investi la même somme d'argent quelque part dans l'autre monde, ils auraient reçu 1%. Et quand ils prennent ce risque, ils doivent assumer les responsabilités de ce risque. Et ils ont pris ce risque. Et maintenant, s'ils ne veulent pas participer à un plan compréhensif de reconstruire l'économie grecque, ça sera le début de la fin de l'Union européenne. Au moins du bloc euro. Ça sera le début de la fin, parce que les Grecs ne sont pas seuls. Après, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a même l'Italie. Et je ne parle pas des ex-pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. Ça veut dire que c'est très facile de dire, voilà, ils sont paresseux. J'entends ça dire, c'est vraiment, c'est quelque chose d'inconcevable. Ils sont paresseux. 30% de leur économie est basée sur le tourisme. C'est qui ces touristes? C'est qui ces touristes qui vont à $100 la nuit dans des hôtels grecs? Ce sont des Européens, 80% d'entre eux. Et des Allemands notamment. Et des Allemands notamment. Ça veut dire que cette arrogance, c'est exactement cette arrogance que je n'aime pas. Les Allemands et même les Français ne sont pas venus avec leurs mains complètement nettes en disant, voilà, on veut construire avec vous un plan de réhabilitation de votre économie. On va décider encore comment on lutte contre le chômage. On va créer des nouveaux emplois. On va investir dans la Grèce. Non. Ce qu'ils veulent assurer, c'est d'abord d'être remboursés sur les dettes. Ça, c'est une approche qui ne mène nulle part. Et je ne serais pas surpris si, en fin de compte, toutes ces négociations vont échouer et la Grèce va décider de reprendre son indépendance. Alors, vous restez avec nous, Nissim Zvidi, parce qu'on parlera de l'Iran dans un instant, mais on va justement revenir sur ce qui s'est passé diplomatiquement aujourd'hui, puisqu'il y a ce soir un sommet extraordinaire à Bruxelles et qu'il y a eu une réunion de l'Eurogroupe aujourd'hui pour décider justement d'une nouvelle aide financière à la Grèce qui a, semble-t-il, apporté de nouvelles propositions. Léa Volbert. Objectif, éviter le Grexit.
Ce mardi, les ministres des Finances de l'Eurogroupe se sont réunis à Bruxelles pour débattre de l'avenir de la Grèce. La Commission européenne ne se résigne pas au Grexit. Le Grexit serait un échec terrible. Ce serait un échec collectif. Nous ne le voulons pas. Nous restons disponibles pour travailler sur la base d'un accord. Mais c'est aux autorités grecques de dire de manière la plus claire comment elles souhaitent agir pour éviter le scénario du pire. Au lendemain de la démission de Yanis Varoufakis, c'est le nouveau ministre grec des Finances, Euclide Tsakalotodos, qui est venu plaider la cause de son pays. La Grèce propose à ses créanciers un nouveau plan d'aide sur les mêmes bases que celui du 30 juin, avec toutefois quelques changements. Le texte présente de nouvelles réformes qui répondraient entre autres au règlement de la dette. Mon conseil serait de négocier avec la Grèce sur la base de propositions concrètes qui doivent être posées sur la table. Le Grexit ne doit pas être l'issue de ces discussions. Angela Merkel s'affiche en revanche bien moins optimiste. Elle maintient une ligne dure à l'égard d'Athènes. Elle estime que, faute de propositions grecques clairement énoncées, il est impossible de se remettre autour de la table. La chancelière allemande évoque un délai de plusieurs jours avant de parvenir à un accord. Muet depuis le résultat du référendum, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, est quant à lui sorti de son silence ce mardi devant le Parlement européen. Mettre la Grèce hors de la zone euro ou de l'Union européenne n'est pas quelque chose que nous voulons, même que nous envisageons. La Commission européenne continuera de travailler vers une ouverture de négociations avec la Grèce. Alexis Tsipras s'exprimera mercredi devant le Parlement européen à Strasbourg pour évoquer ce débat qui dépasse amplement la seule question grecque. Ce sont bien l'avenir de l'Union européenne et son fonctionnement qui sont en jeu. Alors justement, on retrouve à Bruxelles en direct Éléonore Fédoul, bonsoir. Qu'est-ce qui se négocie ce soir dans ce sommet justement extraordinaire, Éléonore ? Alors pour l'instant, et surtout d'après les dirigeants dans l'Eurogroupe, pas grand-chose, puisque la Grèce n'a fait pour eux aucune réelle nouvelle proposition. Les directeurs européens de la zone euro ont eu l'impression que le nouveau ministre grec des Finances, Euclide Tsakalotos, était en quelque sorte arrivé les mains dans les poches. Pour le moment, c'est donc insuffisant pour permettre la reprise des négociations, en tout cas selon Angela Merkel qui a affirmé ça à son arrivée. Pour la chancelière allemande, le dossier grec ne sera pas réglé ce soir. Il faudra plusieurs jours. Et puis, autre problème, la Grèce et les partenaires européens n'ont pas les mêmes priorités. Alexis Tsipras veut une restructuration de la dette, voire une annulation d'une partie de celle-ci. Il ne veut plus que ce sujet soit tabou. Il veut aussi un nouveau programme d'aide, mais sans les mesures d'austérité. Il devrait d'ailleurs proposer un nouveau programme d'aide sur les bases, comme vous venez de le dire, des mesures proposées par les créanciers avant le référendum. Les dirigeants européens, ils sont dans l'urgence et veulent que la Grèce fasse des propositions crédibles, des concessions, afin que le pays puisse tout d'abord rembourser ses créanciers. Alors, il est question également d'une nouvelle aide financière, une rallonge que les Grecs souhaitent obtenir rapidement. Qu'en est-il ? Alors, la question est évidemment encore en suspens et il y a très peu de chances qu'il y ait de toute manière une réponse aujourd'hui. Alexis Tsipras est arrivé en tout cas décontracté, souriant, il ne s'est pas encore exprimé ce soir. Il devrait le faire demain devant le Parlement européen à Strasbourg avec donc cette proposition pour un troisième programme d'aide qui devrait être formulé dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, en tout cas d'après le président de l'Eurogroupe, rediscuter donc les mesures proposées par les créanciers avant le référendum. Le Premier ministre grec, en attendant, s'est entretenu cet après-midi avec le président français, la chancelière allemande et le président de la Commission. Avant le sommet qui a débuté il y a un peu plus d'une heure, Angela Merkel et François Hollande parlent de solidarité, mais en échange de contreparties. Et des contreparties réalistes ce soir, il n'y en a pas vraiment. Pourtant, il y a urgence. Certains pays de l'Eurogroupe perdent patience, comme la Finlande et les Pays-Bas. Et il y a aussi les plus petits pays, comme la Slovénie, la Slovaquie ou encore les Pays-Baltes. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient continuer à payer pour la Grèce alors qu'ils ne sont pas forcément plus riches. En fait, seules la France et l'Italie semblent encore partants pour de nouvelles négociations. Le sommet de ce soir s'annonce donc mouvementé et le commissaire européen chargé de l'euro résume bien la situation. Si la confiance n'est pas établie, si aucun programme de réforme crédible n'est présenté, une sortie de l'euro n'est pas exclue.
Merci Éléonore Fédoul en direct donc de Bruxelles pour ce sommet qui se tient actuellement. À Vienne, on négocie également toujours ce soir et d'ailleurs on va sans doute aller au-delà de ce qui devait être la date butoir. Des discussions qui devraient se poursuivre peut-être jusqu'à vendredi. C'est en tout cas la nouvelle date donnée par les Américains alors que les Iraniens, eux, n'envisagent plus de parler de date butoir. Ariane Ménage. Tout devait se terminer ce mardi. Mais les négociations des 5+1 avec l'Iran se poursuivront au moins pendant 2 jours. De son côté, Téhéran ne mentionne même plus de date butoir précise. Une extension des négociations pour éviter un échec des discussions, alors que la question du nucléaire iranien empoisonne les relations internationales depuis près de 12 ans. Nous reculons la date butoir. Je vous ai dit il y a plus ou moins une semaine, nous comprenons cette date de manière flexible. Cela veut dire que nous prenons le temps, les jours dont nous avons encore besoin pour finaliser un accord. C'est toujours possible, même si nous rentrons dans des discussions difficiles. Certains dossiers en particulier compliquent la signature d'un accord. Selon Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, la question de l'embargo sur les armes imposé à l'Iran depuis 2010 fait notamment partie des points noirs des négociations. Les Occidentaux exigent un accord qui leur permettrait de contrôler étroitement le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Ici encore, l'accord pose problème. L'Iran souhaiterait en effet la levée immédiate des sanctions qui pèsent sur le pays, alors que les Occidentaux penchent en faveur d'un processus progressif et donc réversible, au cas où Téhéran ne tiendrait pas ses promesses. S'agissant de la France, nous insistons en particulier sur les limitations nécessaires en ce qui concerne la production nucléaire et la recherche, en ce qui concerne bien sûr les sanctions et puis leur rétablissement s'il y avait violation des engagements pris, et également ce qu'on appelle la possible dimension militaire. Autre rencontre qui pourrait être déterminante dans les prochains jours, Vladimir Poutine devrait rencontrer Hassan Rouhani le 9 juillet. Une rencontre pour discuter d'une éventuelle coopération militaire en marge des discussions de Vienne. Alors Léa Berdugo est à Vienne en direct. Bonsoir Léa. On va donc continuer à parler jusqu'à quand, à votre avis ? Écoutez, les négociations vont se prolonger pour plusieurs heures ou plusieurs jours, selon les mots de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Alors, en réalité, une nouvelle deadline a été fixée par les États-Unis, en quelque sorte, parce qu'il a été décidé de reporter le gel de certaines des sanctions américaines qui pèsent sur Téhéran jusqu'au vendredi 10 juillet. Une source européenne nous confirmait même que les Américains envisageaient de reporter les discussions éventuellement jusqu'au dimanche 12. Cela ressemble donc à un certain coup de pression des États-Unis et des Européens après une attitude et une communication extrêmement rude de la part des Iraniens ces derniers jours. Alors vous le savez, pour être applicable, ce congrès doit être ratifié cet accord doit être ratifié par le Congrès américain avant le 9 juillet, date des vacances parlementaires. Si ce n'est pas le cas, les deux parties devront attendre 2 mois avant qu'il ne soit applicable. Alors Léa, on entend plusieurs sons de cloche sur ce qui se passe. Il y en a qui disent qu'on est proche d'un accord, qu'il reste encore beaucoup de problèmes à régler. C'est le cas, il y a encore beaucoup de dossiers ? Oui, même si on a entendu parler effectivement de progression sur plusieurs sujets, notamment sur le rythme de la levée des sanctions qui pèsent sur l'Iran ou encore les inspections de sites militaires, ces problèmes sont toujours là et ils ne sont pas encore réglés. Alors les questions encore en suspens sont également des points techniques annexes de l'accord. Et puis on l'a entendu dans le sujet précédemment, Sergueï Lavrov s'est exprimé sur les 10 points problématiques qui existaient encore et parmi eux, le point le plus important selon lui, c'est la question de la levée souhaitée par l'Iran de l'embargo international sur la vente d'armes à l'étranger. Un point extrêmement problématique et crucial dans ces négociations. Merci Léa Berdugo. On vous retrouvera un petit peu plus tard pour approfondir évidemment ces discussions qui s'éternisent d'ici Mzvili, parce que là aussi, Israël suit ça de très près. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont les Iraniens finalement qui mènent la communauté internationale par le bout du nez dans ces négociations, parce qu'on ne respecte pas les dates butoirs ? D'abord, je crois que s'il y a une chance quelconque d'arrêter ou de ralentir le programme nucléaire iranien, c'est dans le cadre d'un accord avec la communauté internationale. Il n'y a pas vraiment
d'autre option. Pas d'option militaire. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas maintenant. L'Iran, c'est pas l'Irak, c'est quelque chose de complètement différent. Et on est en train de vivre un certain paradoxe. Parce que nous, comme Israéliens, ou bien comme l'extrême droite américaine, on ne veut pas vivre un rapprochement entre l'Iran et les grandes puissances. Ça veut dire que ce n'est pas important quel plan ou quel programme va être présenté ou bien va être accepté par les États-Unis et l'Iran. Nous, on ne veut pas avoir ce rapprochement. Ce n'est pas important, même s'il y a une chance quelconque que ça va arrêter complètement le programme nucléaire, on ne veut pas voir. On veut voir un Iran isolé de la communauté internationale, sous des sanctions économiques, sous des sanctions militaires, qui est incapable de se développer, sans prendre en considération même les éléments humains ou semi-humains de ce qui se passe dans la société iranienne. Et quand ça, c'est notre approche, je ne sais pas si c'est la majorité du gouvernement, la minorité, c'est une ligne qui est dirigée par le Premier ministre. Les éléments de cet accord n'intéressent personne en Israël. On ne veut pas d'accord entre les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine avec l'Iran. Parce que de notre point de vue, ça risque de renforcer l'Iran, ça risque de leur donner une puissance économique et politique dans la région. Et d'après ce qui est perçu en Israël, c'est contre les intérêts de l'État d'Israël. Alors, tant que c'est notre approche, les éléments dans cet accord ne sont pas importants. Le principe est important. On ne veut pas d'accord avec l'Iran. On veut voir l'Iran isolé. D'après moi, c'est une très grave erreur, parce que je crois qu'il y a encore un potentiel immense dans le peuple iranien qui peut renverser la situation. C'est pas un discours qu'on entend même à gauche parfois en Israël quand même. Bon, vous savez, je me représente moi-même, comme je vous l'ai dit, je ne me représente même pas mon épouse. Alors je dis ce que je pense et je crois que c'est une approche complètement erronée parce qu'en fin de compte, il va y avoir une majorité dans le peuple iranien qui va se révolter contre ce régime. Et si on va leur donner l'opportunité d'ouvrir les portes, d'ouvrir l'état d'esprit, de développer leur économie, de leur donner un élan, c'est eux qui vont faire la vraie révolution. C'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on est incapables de changer le régime ou de remplacer le régime en Iran. On doit complètement changer de disquette. On doit venir avec un disquette qui dit « Ok, il y a un accord. Ça va nous donner quelques années, peut-être quelques décennies de calme dans la région. Il y aura un contrôle quelconque sur les capacités iraniennes de développer des armes nucléaires. Mais en fin de compte, les Iraniens et le régime iranien aura tellement à perdre s'ils continuent dans cette direction que ça ne vaut pas le coup. Il faut essayer de réintégrer l'Iran. L'Iran, ce n'est pas un petit pays qu'on peut négliger. L'Iran, c'est un pays qui a énormément un passé très profond. C'est un peuple sage et intelligent qui est capable de faire une révolution contre le régime des ayatollahs. Et c'est ce courant qu'il faut encourager. Et on l'encourage par l'ouverture de l'Iran vers le monde et la communauté internationale, et pas en le renfermant dans eux-mêmes. Ça, c'est une très grave erreur stratégique de l'État d'Israël et d'une certaine extrême droite qui existe en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Merci Nissim Zewidi, ancien ambassadeur d'Israël, pour cet éclairage. La France maintenant, avec plusieurs enquêtes ouvertes ce soir après un vol spectaculaire commis dans un entrepôt militaire. Cela se passe à Miramas, dans le sud-est. Des explosifs et des détonateurs emportés par des malfaiteurs qui n'ont pas été inquiétés. Grand banditisme ou terrorisme, les deux pistes sont envisagées. Depuis Paris, on retrouve notre envoyé spécial, Julien Baloul. C'est l'affaire qui inquiète le ministère de la Défense ici à Paris. Des dizaines de matériels explosifs et de grenades volés sur un site militaire à Miramas, dans le sud de la France, près de Marseille. Une enquête interne a actuellement lieu afin de comprendre comment un tel vol a pu avoir lieu. L'hypothèse d'une complicité interne n'est pas à exclure. L'enquête devra également permettre de comprendre pourquoi un tel événement a-t-il eu lieu. Deux hypothèses. Tout d'abord celle du grand banditisme, c'est-à-dire des personnes qui volent des explosifs afin de commettre plus tard des cambriolages. L'autre hypothèse
hypothèse bien plus inquiétante, celle de terroristes qui voudraient commettre de nouveaux attentats sur le sol français. Et quand on sait que la France est à son plus haut niveau de protection du plan Vigipirate, l'affaire a de quoi inquiéter. Elle montre une nouvelle fois peut-être les défaillances des services de sécurité français. Merci donc à Julien Baloul depuis Paris. On est en ligne avec l'amiral Alain Coldefy, qui est ancien inspecteur général des armées et actuel directeur de recherche à l'IRIS. Bonsoir. Bonsoir, amiral. Bonsoir. Alors, c'est une situation inquiétante d'imaginer qu'on puisse prendre des explosifs dans un entrepôt militaire où apparemment les malfaiteurs n'ont pas rencontré beaucoup de résistance. Oui, c'est une situation préoccupante parce que l'ensemble des mesures passives de protection ont été déjouées. Donc il va falloir analyser les raisons pour lesquelles ces dispositifs n'ont pas sonné l'alerte et puis regarder si d'autres dispositifs plus offensifs, si je puis dire, ne seraient pas pertinents. Il est clair que, compte tenu de la législation française, il est très difficile de protéger tous les sites avec, je dirais, des hommes en armes, une capacité de tirer sur tout ce qui est suspect. On préfère plutôt les protections passives, mais à l'évidence, dans le cas de Miramas, ça n'a pas été suffisant. Amiral, il est possible, d'après les premiers éléments de l'enquête, qu'il y ait eu renseignement, en tout cas de l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, selon vous, que les malfaiteurs aient été renseignés ? Dans le cas présent, je ne le sais pas, mais en règle générale, quand il y a intrusion dans un établissement, quel qu'il soit, il y a assez souvent une complicité de l'intérieur. Alors on parle maintenant d'un autre sujet important qui concerne l'armée française aujourd'hui, c'est cette opération spectaculaire menée au Mali, amiral Coldefy, élimination d'un chef d'AQMI qui avait organisé l'enlèvement de l'otage français Lazarevic. Ça veut dire que la France continue de traquer les djihadistes au Mali et au Sahel actuellement, Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Les preneurs d'otages sont traqués indéfiniment. Et ça, vous pouvez le comprendre. On n'en parle pas, mais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils sont traqués. Rappelez-vous Carlos, rappelez-vous tous ces gens-là qui croupissent en prison maintenant en France. Et puis la deuxième chose, c'est que il est clair que dans cette zone, avec les pays du G5 Sahel, on essaie de repousser les terroristes, de les couper de leur base, de gêner leur mouvement, et puis quand on peut en attraper, bien sûr, de les fixer et de les éliminer. Merci beaucoup pour cet éclairage en direct, amiral Alain Coldefy. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et ancien inspecteur général des armées. On revient dans un instant après la pause et on verra justement le détail de cette opération qui a permis d'éliminer donc l'un des principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, donc un djihadiste qui avait organisé l'enlèvement de l'otage français Serge Lazarevic, libéré il y a quelques temps de cela. On revient juste après la pause. À Vienne, les négociations sur le nucléaire vont se poursuivre au-delà de la date butoir prévue pour ce soir. Plusieurs sujets restent encore à débloquer, et notamment l'embargo sur les armes qui frappe l'Iran depuis plusieurs années. La Grèce va demander une nouvelle aide financière à l'Europe, mais elle a aussi apporté de nouvelles propositions pour régler sa dette et apporter des réformes à son économie. Un sommet européen extraordinaire a lieu ce soir à Bruxelles. Il y a tout juste un an, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2014, Israël déclenchait l'opération Bordure Protectrice à Gaza. On va y revenir très largement dans un instant. Mais donc tout d'abord, les forces spéciales françaises qui ont éliminé l'un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb, AQMI. Il s'agit d'un Malien, Ali Hadj Wadossen, qui avait été relâché en échange de l'otage français Serge Lazarevic. 2 soldats français ont également été blessés lors de cette opération. Joseph Emmanuel. C'est une figure importante d'AQMI qui vient d'être éliminée au Mali. L'opération est signée par les forces spéciales françaises présentes dans le pays. Ali Hadj Wadossen était recherché depuis longtemps et l'opération s'est déroulée ce dimanche en fin d'après-midi dans la région de Kidal, l'une des grandes villes du nord du Mali. Des combats dans lesquels 2 militaires français ont été blessés et 2 terroristes tués en plus du chef malien. Il était l'un des responsables opérationnels d'AQMI dans la zone. L'armée française se félicite de ce nouveau coup dur porté au groupe armé terroriste dans la région du Sahel.
Wado Séné était l'un des 2 djihadistes touaregs relâchés le 9 décembre 2014 par le Mali, en échange de la libération de l'otage français Serge Lazarevitch, enlevé par AQMI en 2011. Il était également l'organisateur présumé de cet enlèvement. Sa libération avait été critiquée à l'époque par des ONG et différents partis politiques maliens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait alors promis que le terroriste ne serait jamais absous. Une promesse tenue grâce à l'intervention française, et le colonel Gilles Jaron a indiqué que le pronostic vital des 2 militaires français n'était pas engagé. Des militaires faisant partie des quelques 3000 hommes de l'armée française présente dans 5 pays de la région, une présence dans le cadre de son opération Barkhane. La France continue son combat contre le djihadisme au Sahel, un combat démarré il y a bientôt 1 an. En Israël, c'est une nouvelle cellule de l'État islamique qui a été démantelée dans un village bédouin du sud. 6 arrestations, dont plusieurs professeurs et instituteurs qui avaient en tête de partir en Syrie pour combattre aux côtés de l'EI. Reportage sur place, Shai Benari avec Julia Guénancian. Nouveau cas de citoyens israéliens essayant de rejoindre le groupe terroriste de l'État islamique. Les autorités israéliennes viennent d'annoncer que 6 bédouins vivant dans le sud du désert du Negev ont été arrêtés, soupçonnés d'apporter leur soutien à l'État islamique. 5 d'entre eux sont d'ici, la ville de Houra, une communauté bédouine sédentaire et établie depuis 1989. Les 6 hommes sont membres éloignés de la famille Abou Al-Kayan, une des plus connues de la ville pour être celle qui prend le plus part au rassemblement en faveur de l'État islamique. 3 membres prévoyaient même de rejoindre les rangs des combattants terroristes en Syrie. Ce n'est pas la première fois que des Israéliens tentent de rejoindre l'État islamique. La plupart de ceux arrêtés font partie du corps enseignant. Les représentants officiels de l'école se sont méfiés de nos caméras et ont refusé toute déclaration. Même dans le bâtiment du conseil municipal où le drapeau israélien flotte, nous ne sommes pas la bienvenue et les officiels font profil bas. Ceux qui ont osé nous parler ont fermement condamné toute affiliation à l'État islamique. Comment un adulte, qui plus est éducateur avec un esprit mature et qui doit servir d'exemple, peut-il en arriver à ce stade-là? Nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils puissent recevoir une bonne éducation et qu'ils ne soient pas poussés vers l'extrémisme et le radicalisme. C'est inacceptable. Face à cette vague d'arrestations, le ministre de l'Éducation lui-même affiche une extrême fermeté. Il s'agit de terrorisme éducatif. Ces gens ont profité de leur autorité en tant qu'enseignants pour reprendre leur idéologie terroriste à leurs élèves. Des terroristes ne seront jamais enseignants au sein de l'État d'Israël. Un membre de la famille Abou Al-Kayan nous a déclaré hors caméra que les allégations n'étaient que suspicions. Malgré cela, un enseignant local avec qui nous avons pu nous entretenir affirme que le soutien à l'État islamique dans la région est un phénomène grandissant et inquiétant. C'était il y a tout juste 1 an, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2014, Israël déclenchait l'opération Bordure protectrice à Gaza. Il s'agissait de faire cesser les tirs de roquettes, de détruire les tunnels terroristes du Hamas. Une guerre qui allait durer plus de 50 jours et coûter de nombreuses victimes de part et d'autre. Reportage, Maël Benoliel. Des tunnels comme celui-là, Tsahal en a détruit une trentaine durant l'opération Bordure protectrice. 1 an après, ils sont devenus le symbole de la dernière confrontation entre Israël et le Hamas. Pour Tsahal, il s'agit même d'un trophée de guerre. Nous avons trouvé ce tunnel, nous l'avons étudié, nous y faisons des entraînements et puis on y amène tous ceux à qui l'on veut montrer, comme la presse, quel investissement bizarre fait le Hamas de son argent, à la place d'en faire profiter son peuple. Et c'est aussi conserver quelque chose qui fait désormais partie de notre histoire. Conservé comme pour ne pas oublier. Le 14 juillet au soir, si je me souviens bien, 13 terroristes sortent d'un tunnel comme celui-là près de la localité de Soufa. Des terroristes lourdement armés de missiles anti-chars, d'armes à feu automatiques, dans l'unique but de s'en prendre à des innocents, de les tuer ou éventuellement de les kidnapper. Il fallait agir. Et c'est ainsi qu'Israël, pour la 3e fois en à peine 6 ans, procède à une opération militaire dans la bande de Gaza. Un choix par défaut si l'on en croit ce capitaine de Tsahal. Nous avons un seul intérêt et il est clair, c'est de vivre notre vie dans le calme et la sérénité. Malheureusement, notre ennemi ne nous laisse pas le choix. Nous serions heureux de pouvoir donner aux habitants chaleureux de cette région le calme qui leur revient. Parce qu'à l'extérieur de ce tunnel, nous pouvons voir la beauté de cette région avec tous ces paysages. Une région rurale dans laquelle se trouvent de nombreux villages agricoles.
Des kibboutz qui se situent pour certains à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza, que certains ont préféré quitter après les affres de la guerre, mais que d'autres ont rejoint dès que celle-ci a pris fin. C'est le cas de Tom. Ce père de famille n'a pas hésité longtemps avant de s'installer ici, à Nachaloz, avec sa femme et leur enfant en bas âge, pour y faire construire leur nouvelle maison. Des inquiétudes, bien sûr qu'il y en a. Si je vous disais maintenant que je n'ai pas peur, ou que ma femme n'a pas peur, ou que nous n'avons pas peur pour notre fille, vous ne me croiriez pas. Tu ne peux pas ne pas être inquiet, mais on ne laisse pas ces inquiétudes diriger notre vie. De toute façon, nous vivons en Israël, donc à partir du moment où tu vis en Israël, tu sais très bien, malheureusement, et même si j'espère que ça changera, que tu vis dans un pays qui n'est pas le plus sûr du monde. À quelques encablures de là, l'une des nombreuses positions de Tsahal. L'armée israélienne surveille de façon continue cette région, soumise aux menaces permanentes venant de l'enclave palestinienne. Pour ce lieutenant, ce n'est même qu'une question de temps avant le prochain cycle de violence. La situation est calme, mais c'est un calme trompeur. Nous savons très bien qu'il se prépare pour le prochain tour. Personne ne croit que nous y sommes arrivés, après bordure protectrice, et que nous en avons terminé avec le Hamas. Donc nous nous tenons prêts, comme toujours. Il y a un an, quasiment jour pour jour, débutait l'opération bordure protectrice. Depuis la fin de celle-ci, un calme précaire s'est installé dans la région. Un calme qui pourrait déboucher sur une nouvelle tempête dans les mois à venir. En tout cas, dans Tsahal, on se tient prêt à toutes les éventualités. Alors, un an après, calme relatif, calme durable ou pas, on va en parler. Puis aussi, on va tirer les enseignements de cette guerre de l'été dernier avec nos invités. Je salue d'abord Marilyn Smadja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de Women Wage Peace, ça veut dire les femmes pour la paix, si on traduit presque littéralement. Vous nous parlerez dans un instant de l'initiative que vous allez lancer à partir de demain. Olivier Rafovitch, bonsoir, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Et puis Maxime Pérez, bonsoir, vous êtes expert militaire évidemment sur i24 News. Alors Maxime, est-ce qu'on peut dire, un an après, est-ce qu'on peut dresser un bilan? Est-ce que cette opération, globalement, est considérée comme un succès ou pas, cette opération militaire menée par Tsahal? Alors, ce que disent les responsables israéliens, politiques comme militaires, c'est que la réussite de cette opération, elle se mesurera à la durée du cessez-le-feu. Pour l'instant, ça fait un an que ça tient à peu près le long de la frontière avec la bande de Gaza, même s'il y a eu à peu près une dizaine de tirs de roquettes recensés. Le plus souvent, on le fait de groupes salafistes opposés au Hamas. Mais évidemment, tout est fragile parce qu'à aucun moment, ce fameux accord de paix qui a été conclu le 27 août 2014 n'a été converti en accord de trêve durable. Olivier Rafovitch, vous, avec le recul, un an après, vous vous dites que cette opération a été réussie. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des victimes de part et d'autre. Il y a eu beaucoup de morts du côté israélien, beaucoup de morts du côté palestinien. C'est une guerre que nous ne voulions pas. Elle a été imposée à Israël. Les résultats sont compliqués à analyser, parce que d'un côté, effectivement, comme l'a dit Maxime Perret, les tirs de roquettes en masse se sont arrêtés. Il y a une espèce de dissuasion qui n'est pas totale de la part du Hamas de ne pas vouloir reprendre les activités contre Israël. Il y a évidemment des groupes salafistes qui continuent à utiliser la bande de Gaza comme rampe de tir contre Israël. Mais du côté israélien, il y a comme un sentiment d'un certain raté. Parce que le Hamas reste au pouvoir, le Hamas continue à être un ennemi juré de l'État d'Israël. L'opération a eu lieu, elle a duré longtemps, 50 jours, c'est énorme. C'était la plus longue guerre en fait, qu'Israël a menée depuis la guerre d'indépendance. Une guerre qui n'a pas abouti en fait, à un résultat clair. Et aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à ce que le Hamas ou d'autres groupes salafistes, ou même avec une influence de Daesh, puisque maintenant on parle presque d'accord, ou d'accord secret entre Daesh et le Hamas, reprennent des combats, des hostilités contre Israël, de Gaza, mais également du Sinaï, puisque le Sinaï maintenant est relié au niveau stratégique militaire avec la bande de Gaza. Donc le bilan... Oui, une guerre qui a réussi parce qu'on a arrêté les tirs. Oui, parce qu'on a répondu, il faut aussi s'en souvenir, au fait que le Hamas avait assassiné 3 jeunes Israéliens au mois de juin et quand ils ont tiré des centaines de missiles. Et donc, il fallait réagir. C'est donc une guerre qui a été imposée, pas voulue par Israël.
Mais on ne peut pas être aujourd'hui content, joyeux, satisfait d'une situation qui n'est pas encore claire et qui n'est pas encore terminée au niveau de ce conflit qui n'en finit pas. Alors, Marilyn Smadja, vous avez décidé avec votre organisation, donc les Femmes pour la Paix, à partir de demain, de planter une tente symbolique devant la maison du Premier ministre Netanyahou à Jérusalem. Qu'est-ce que vous voulez marquer à l'occasion du premier anniversaire donc, de cette opération? D'abord, il faut rappeler que le mouvement Women Wish Peace est la première fois qu'il y a un mouvement citoyen en Israël non partisan, c'est-à-dire nous sommes liés à aucun parti politique, qui comprend pour la première fois des femmes de droite, de centre et de gauche, qui œuvrent en même temps, c'est pas pour la paix, parce que la paix c'est pas maintenant, pour justement qu'il y ait une possibilité d'accord politique. Nous ne savons pas exactement quels seront les accords politiques, on ne propose pas une solution précise, et puis vous pensez bien que 12 000 femmes sympathisantes du mouvement avec des avis politiques différents, on n'est pas tous d'accord sur la solution, donc il y a des discussions qui sont nécessaires. Maintenant, ce qu'on demande, enfin ce que nous pensons, c'est qu'Israël ait approuvé aussi, comme vous l'avez dit quand même d'une certaine manière, en réagissant justement, à prouver qu'on a une armée forte. C'est-à-dire, de toutes les manières, notre pays est dans la région pour y être et pour y rester. Et il faut aujourd'hui que nous soyons aussi forts sur le plan politique et diplomatique. Et donc, nous réclamons du gouvernement et nous soutenons notre gouvernement afin qu'il prenne des initiatives et qu'il y ait un retour à la négociation. C'est le message le plus important. Maintenant, par rapport à ce qui va se passer demain, nous avons lié ce qu'on appelle le Tzuk Eitan, donc c'est-à-dire bordure protectrice, à un jeune qui est un jeune collectif qu'on a traduit donc en hébreu Tzuk Eitan, Som Eitan, donc un jeune solide. La traduction en français, autant en anglais, en français, de la dernière opération n'était pas très bien traduite. C'était une demande de l'armée, mais là, ça n'a pas été très bien fait. Et donc, en fait, l'idée, c'est un jeune collectif. Maintenant, ce jeune collectif va durer pendant 50 jours pour marquer les 50 jours. Je pense qu'en premier lieu, ce que je voudrais dire par rapport au bilan, puisque vous parliez question bilan, moi, la première pensée que j'ai, c'est par rapport aux 72 familles endeuillées, nouvelles endeuillées. Donc, côté israélien. Côté israélien, bien sûr. Et aussi aux milliers. Il y avait 2271 blessés, il me semble, dont 700 et quelques civils. C'est les rapports de la Croix-Rouge. Israélienne, évidemment. Et je crois que la première chose, c'est de penser à ces familles. Or, malheureusement, dans notre mouvement, où les femmes viennent du nord, du sud, sont juives, arabes, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont elles-mêmes, font partie de ce qu'on appelle la famille, des familles endeuillées en Israël. Et le but, en fait, c'est d'essayer d'agir pour éviter la prochaine guerre. Je pense que les résultats sont très mitigés. Je pense que l'armée a fait le maximum qu'elle pouvait. Je pense que même que le gouvernement a fait beaucoup de choses l'année dernière pour avoir une certaine retenue aussi. Mais malgré tout, gérer le conflit aujourd'hui en Israël dans la situation géopolitique actuelle ne convient plus. Et donc, il faut trouver des solutions. Alors, solution, on va en parler. On va revenir d'abord sur ce qui avait été quand même l'un des temps forts de cette opération, c'est la découverte de ces fameux tunnels terroristes. Maxime, il y a toujours une question aujourd'hui qui était posée hier par un habitant de Gaza qui était notre invité, c'est de savoir si l'armée savait depuis longtemps qu'il existait ces tunnels terroristes et pourquoi elle n'a pas agi plus tôt à ce moment-là, avant, en les laissant se développer. L'objectif, c'était à l'époque d'éviter une escalade et les premiers rapports sur l'existence de tunnels, ils sont parvenus au bureau du Premier ministre et au Conseil des ministres israéliens dès janvier 2013, soit un peu plus d'un an et demi avant l'opération Bordure Protectrice. Il y avait même chaque mois des rapports sur l'avancée de ces tunnels qui parvenaient aux différents ministres et au cabinet de sécurité. Et à chaque fois, Israël s'est réservé de toute action offensive qui pouvait provoquer un embrasement avec le Hamas. À l'arrivée, évidemment, tout le monde savait que l'issue ne pouvait être que celle justement d'une escalade à un moment. Quelques mois avant la guerre, Moshe Yaalon avait préconisé que Tsahal tire des fusées éclairantes sur toute la frontière du nord-sud de la bande de Gaza pour signifier au Hamas que l'armée israélienne était au courant évidemment de ces manœuvres. Il a fallu finalement casser accidentellement après des tirs de roquettes assez intensifs sur les localités frontalières de Gaza, qu'Israël détruise l'un de ces tunnels dans le secteur de Kerem Shalom pour que le Hamas se découvre, pour que cette fameuse escalade qu'Israël voulait éviter se déroule et que finalement, on l'a vu
pendant ces 2 mois de guerre, des commandos palestiniens sortent de terre en différents points du territoire israélien. Et évidemment, depuis, il y a une prise de conscience. Il y a aujourd'hui même des systèmes de l'industrie militaire qui sont à l'étude, des capteurs pour... mais évidemment, le problème n'est pas totalement réglé. On sait que le Hamas aujourd'hui rebâtit ses infrastructures souterraines. Si vous permettez, je voudrais si vous permettez, une petite note par rapport à ce qu'a dit Mme Smadja sur cette initiative. Moi, je suis un peu surpris qu'une telle initiative ne soit pas faite en parallèle devant les bureaux du Hamas, par exemple, ou devant la bande de Gaza, parce que vouloir demander à Israël d'avoir une initiative de paix ou de diplomatie à l'heure actuelle, c'est important, mais sans les Palestiniens, sans les Arabes, rien ne pourra se faire aujourd'hui. Donc je pense que de tels mouvements, c'est beau, c'est important, mais on n'est pas les seuls ici responsables, et les clés du mouvement de discussion, de pourparler, se font des 2 côtés. Donc, c'est encore une fois remettre au niveau international. Parce que ce qui va se passer. Mais je vous rejoins là-dessus. Vous parlez de responsabilité. On n'a jamais dit qu'Israël était responsable. C'est pas du tout ce qui est dit. Mais le fait d'être avec 50 jours de jeûne. Oui. Vous savez, le jeûne chez les Juifs, c'est marquer une catastrophe en général. Alors là, vous marquez 50 jours devant le bureau du Premier ministre. La catastrophe, elle est dans toute la région. Elle est au nord avec la Syrie et Daesh et des milliers de... Donc, je veux dire. Il y a actuellement une situation géopolitique qui est dramatique dans le Moyen-Orient. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. C'est pas ça qui est remis en question. Oui, mais mettre aujourd'hui l'accent sur, encore une fois, parce que c'est ça qui va se passer. Demain, les caméras de télévision seront avec vous, je suppose, devant le bureau du Premier ministre, et on parlera donc d'une nouvelle initiative de paix, parce que c'est comme ça qu'elle va être appelée, par des femmes israéliennes, juives et arabes, et un petit peu qui va ressembler pour le monde à la paix maintenant, parce que les gens ont du mal à comprendre ce qui se passe en détail. Et encore une fois, c'est remettre, à mon avis, en tant que citoyen israélien, c'est remettre de nouveau l'État d'Israël comme étant le seul responsable, soit des arrêts de négociation, soit d'un espèce de voie sans issue. Le conflit à Gaza l'an dernier, vous pensez qu'on fait porter la responsabilité uniquement à 100%, on le voit avec l'ONU. J'aurais bien aimé aujourd'hui que des initiatives populaires se mettent aussi devant les bureaux de l'ONU, devant les bureaux du CICR. Monsieur Rafovitch, c'est votre avis personnel et je le respecte tout à fait. Or, ce n'est pas du tout le message du mouvement. Le message du mouvement est beaucoup plus clair que ce que vous voulez le dire et ne s'allie pas du tout ni au mouvement La Paix Maintenant. Nous respectons ce mouvement. Il y a des gens qui sont sympathisants dans La Paix Maintenant et qui sont probablement sympathisants aussi dans Women Wage Peace. C'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. Donc on ne va pas dire à qui venir et pas venir. Vous y êtes invité. Il y a 15% d'hommes dans ce mouvement. Donc, est-ce que le message n'est pas parasité, justement? Le message, justement. Alors je veux parler justement du message, parce que je crois que c'est fondamental. C'est jamais à Women Wage Peace, on ne dira qu'Israël est responsable. Pas du tout. Au contraire, je crois que c'est un message pour renforcer actuellement le gouvernement. Et je crois que justement, le message par rapport au monde, puisque c'est l'inquiétude de M. Rafovitch là-dessus, c'est justement de dire que contrairement au message qui est en train de passer tout le temps en ce moment dans le monde, où on pense que les Israéliens sont contre des accords politiques, c'est absolument faux. La majorité des Israéliens sont pour des accords politiques. Il faut trouver quels accords politiques et quels partenaires dans ces accords politiques, et surtout, et avant et toute chose, assurer la sécurité de l'État d'Israël. Ça, c'est la première priorité indiscutable. Maintenant, justement, je pense que quand on verra aussi, quand les journalistes viendront, et ils verront des femmes de droite, de centre, de gauche, dire nous ne savons pas exactement quelle est la solution, mais nous faisons confiance à notre gouvernement actuel, nous soutenons notre gouvernement actuel, je pense que 12 000 femmes ou 6 000 femmes, ou quel que soit le nombre de femmes, en tout cas on parle de plus de milliers de femmes. En jeûnant devant le Premier ministre. Alors attendez. On fait confiance en jeûnant. Non, je demande. Parce que jeûner devant le ministre... Parce que votre interprétation du jeûne, d'abord, le jeûne, nous ne sommes pas que des juifs déjà dans ce mouvement et pas que des juifs pratiquantes, d'accord? Il y a de tout. Donc, vous avez donné une interprétation du jeûne qui est très bien, probablement... mais moi, on a une autre interprétation de ce jeûne. C'est une rétrospection. D'abord, le jeûne, c'est une remise en question. C'est une réflexion. Et quand il est collectif, il permet le dialogue. Or, bilan de 1 an après Tzuk Eitan, je peux vous dire qu'il y a notre président Rivlin a mis vraiment le phare sur une des plus grandes problématiques qu'on a dans la société israélienne après Tzuk Eitan. Ça a été la division au sein de la fracture au sein de la société. Nous, ce que nous disons, nous ouvrons une tente à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut venir sous la tente et tout le monde peut venir discuter. Donc la première chose, c'est déjà de dialoguer. Parce que quand nous allons arriver à des accords, quels que soient ces accords,
Quel que soit s'il y a tout le temps des clivages entre nous et des fractures fortes, la guerre, elle ne sera pas à l'extérieur, elle sera à l'intérieur. Or, il est temps de s'unir, il est temps de dialoguer, il est temps de discuter. Donc, je respecte votre interprétation, mais je vous dis, nous en avons tout à fait une autre. Et aux gens de juger. Les gens sont suffisamment intelligents. Au contraire, je les invite à venir sous la tente, quel qu'il soit, de quelque bord qu'il soit, c'est justement le but. Alors, oui, qu'on regarde justement, parce qu'on parlait de la situation qui est effectivement très tendue en ce moment, pas seulement à Gaza, mais aussi dans le Sinaï. Ce reportage que vous avez effectué, Maxime Pérez, puisqu'Israël a décidé cette semaine, en raison des combats importants qui se déroulent entre l'armée égyptienne et les djihadistes de l'OI, de renforcer très sérieusement sa frontière avec le Sinaï, région où vous êtes rendu, Maxime Pérez. Ezouz, un oasis aux portes de la péninsule du Sinaï. Une quinzaine de familles résident dans ce village coupé du monde, réputé pour sa vue imprenable sur le désert du Negev. Une vie paisible que les combats en Égypte sont venus perturber. En attendant les touristes, c'est l'armée israélienne qui a pris ses quartiers à Ezouz. Pas de quoi changer les habitudes d'Ourik Fir, l'un des patrons des lieux. Au volant de sa Jeep qui ferait le bonheur des collectionneurs, cet amoureux du désert nous emmène dans son petit paradis. Ses chambres d'hôtes pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. L'an passé, la guerre à Gaza avait ruiné la saison estivale. Au quotidien, on ne ressent pas spécialement les tensions et on continue de recevoir des visiteurs. Qu'il y ait autour de nous des voisins agités, ce n'est pas nouveau. Le Moyen-Orient n'est pas réputé pour son calme, notre petite région en particulier. Un flegme qui tranche avec Kadesh Barnea, à une dizaine de kilomètres plus au nord. Dans cette localité agricole, collée à la nouvelle clôture de sécurité, les risques d'infiltration terroriste sont une préoccupation quotidienne. Les forces égyptiennes sont pourtant déployées à quelques mètres des champs agricoles du village. C'est aussi à ce prix que le conflit dans la péninsule du Sinaï ne déborde pas en territoire israélien. De facto, les forces égyptiennes ont créé une sorte de zone tampon à notre frontière. J'espère qu'on a passé le plus dur. Nos voisins égyptiens sont forts, souverains sur l'ensemble de leur territoire. Ce pays n'est pas en train de se disloquer. Je crois que quand l'armée égyptienne aura fini son travail, on retrouvera la vie très tranquille qu'on avait jusqu'à maintenant. Depuis quelques jours, Hamid Vered multiplie les réunions de travail avec l'armée et les autorités locales. Où se déployer et accentuer la surveillance? Quelle route contourner pour éviter les embuscades? La situation dans le Sinaï oblige à tout repenser sur le terrain. Mais quand l'armée israélienne est mobilisée, tout devient plus facile. Globalement, on est beaucoup plus protégé qu'en période de calme. Bizarrement, je me sens beaucoup plus en sécurité quand il y a des tensions. Du fait de la présence assez imposante de l'armée dans le secteur. Les serres de Kadesh Barnea se trouvent provisoirement en zone militaire fermée. Le secteur, jugé trop proche de la frontière, sert désormais à des unités du renseignement militaire. Elles ont déployé ce ballon d'observation au-dessus de la localité. Malgré ces tensions, la frontière israélo-égyptienne est restée ouverte, à l'instar du point de passage de Nitzana, où circulent des marchandises. Jusqu'ici, l'attaque la plus proche menée contre les forces de sécurité égyptiennes s'est déroulée à environ 7 km de ce poste frontière. Pour enrayer toute menace venant des djihadistes du Sinaï, Tsahal mise avant tout sur une coopération discrète mais efficace avec l'armée égyptienne. Voilà donc pour ces tensions, les Arfovitch qui se sont déplacés un petit peu, ou qui agrandissent la zone de surveillance au sud. Hein. Tout à fait. Vous savez, ce qu'il y a eu il y a quelques jours entre Daesh et l'armée égyptienne, c'est la plus grande bataille depuis la guerre de Kippour. Il y a une guerre actuellement entre l'armée égyptienne et les djihadistes, qu'ils soient salafistes, qu'ils soient de Daesh, même contre le Hamas. Et on va s'attendre, en fait, on doit s'attendre à un élargissement en fait, de cette zone de conflit. Gaza devient une zone, mais plus la seule zone. Et donc toute la frontière sud d'Israël devient en fait, au niveau stratégique, une zone sensible, hypersensible. Et comme vous l'avez dit, on va devoir développer et amener d'autres forces au niveau militaire, au niveau renseignement pour se protéger, avec des risques qui peuvent être importants, parce que Daesh veut provoquer Israël. Oui, à ce propos,
pour parler de cette offensive qui s'est déroulée contre l'armée égyptienne il y a quelques jours. Il y a eu des informations très intéressantes du renseignement militaire israélien, notamment du commandement sud, cet après-midi, selon lesquels les 15 postes militaires égyptiens qui ont été attaqués par Daesh, par des djihadistes, figuraient sur l'axe qui relie la ville d'El Arish à la ville égyptienne de Rafah, à la frontière de Gaza, dans le cadre d'un accord entre le Hamas à Gaza et l'État islamique dans le Sinaï pour desserrer l'étau sur la bande de Gaza, réouvrir une voie de contrebande. Évidemment, l'opération de l'État islamique a échoué, mais en contrepartie de cette opération, l'État islamique aurait eu droit normalement à obtenir des faveurs du Hamas, notamment accès à ses casernes, à ses stocks d'armement dans le Sinaï. C'est une information aujourd'hui qui est connue. Et un soutien logistique. On sait aujourd'hui, et ce sont des accusations qui viennent de l'Égypte, que des djihadistes transitent de la bande de Gaza vers le Sinaï et vice-versa. Je crois que c'est fondamental de soulever le problème de la complexité géopolitique, parce que très très souvent, quand on parle justement des accords politiques, on nous ramène 20 ans en arrière, les accords d'Oslo, tout ça et tout. La situation a complètement changé. Et je crois qu'il est fondamentalement dans l'intérêt d'Israël actuellement de renforcer les nouvelles alliances. Aujourd'hui, on entend que l'autorité palestinienne et le Hamas sont considérés entre guillemets comme des modérés par rapport à Daesh. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité. Il y a une grosse fracture entre les deux, parce qu'il y a eu cette vague d'arrestation ces jours-ci. Mais je veux dire, moi je ne suis pas là pour dire que le Hamas est plus modéré, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque, quand on a fait des accords de paix avec l'Égypte et avec la Jordanie, ils n'étaient pas des partenaires idéaux. Il n'y a pas de partenaire idéal, on n'a pas de solution magique. Je ne crois pas que ni aucun de nous autour de ces tables-là, ni dans le gouvernement. Mais de renforcer Israël, autant sur le plan de la communauté internationale que dans la région, je crois que c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'il faut passer. Merci Marilyn Smadja. 10 secondes, vraiment. L'Égypte aujourd'hui se bat contre le Hamas. Elle est alliée d'Israël. Le Hamas devient aujourd'hui l'ennemi commun à l'État d'Israël, au monde arabe modéré et à l'Égypte. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut voir le Hamas véritablement comme un élément qu'il faut mettre de côté. Merci Olivier Rafovitch, Maxime Pérez et Marilyn Smadja. Un journal complet, on revient dans 10 minutes. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct et une respiration dans une actualité qui est quand même assez austère dans l'ensemble. C'est le cinéma qui nous l'apporte. Et Laetitia Lorénie, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Alors, vous allez nous parler des sorties de la semaine et vous n'êtes pas venu seul ce soir. Non Jean-Charles, je suis venue accompagnée je vais vous les présenter, de Stuart, Kevin et puis Bob, alias les Mignons. Alors ils nous font le plaisir d'être sur le plateau. Ils sont mignons. Ouais. Ils nous font le plaisir d'être sur ce plateau à A24 News avant de s'envoler pour Paris demain où ils vont présenter leur premier film en tant que superstar, puisqu'un film leur est dédié qui sort en salle. Donc demain, ils ne seront pas aux côtés de Grou, leur maître méchant de Moi, moche et méchant, mais on va suivre dans ce film la jeunesse de ces petits trolls jaunes absolument adorables. Ça donne ça en images. La poire du mal! La poire du mal! Bienvenue à la Foire du Mal, le rassemblement mondial des pires crapules. Un don pour la méchanceté? Pas mal. Et vous, un don pour la méchanceté? Hello! La 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 la! Hein? Ce n'est ni un don ni de la méchanceté. Mesdames et messieurs, faites un triomphe à celle que nous attendons tous, Scarlett Overkill! N'est-ce pas merveilleux d'être méchant? Voilà donc pour l'extrait, la bande-annonce de ces Mignons. Alors Laetitia, la question c'est comment se débrouille-t-il dans le film sans Grou, dont vous parliez tout à l'heure, et sans la petite Agnès qui est Eh bien, c'était le gros challenge pour les créateurs qui sont français de ces Mignons, notamment Pierre Coffin, qui ne savait pas que ces Mignons prendraient une telle ampleur à la suite des 2 premiers films de Moi, moche et méchant. Mais finalement, cette ampleur suffit pour que le public se déplace dans les salles. Et puis en termes scénaristiques, évidemment, il y a une histoire. Ils sont à la recherche de leur prochain méchant, mais en fait on est avant Grou en 1968 à New York, et puis le film est truffé de gags bien évidemment, plein de références historiques ou musicales, très rock'n'roll pour plaire aux plus grands, et puis c'est réalisé dans une 3D avec un graphisme absolument implacable, et ça fait complètement le lien avec la saga de l'infâme Grou en remontant le passé et en nous expliquant d'où viennent ces Mignons, et puis visiblement ils sont bêtes comme leurs pieds depuis la nuit des temps, Jean-Charles. Alors pourquoi
Pourquoi ça marche autant ? Eh bien, déjà, ils sont super mignons, vous l'avez dit tout à l'heure, et ils n'auraient même pas dû exister à l'origine. Les petits personnages qui devaient accompagner Grou, eh bien, ça devait être des grands balèzes. Et puis, finalement, un designer français de génie, on peut le dire, a finalement confectionné ces petits bonhommes. Et puis, ils ont un langage aussi très particulier, c'est mignon. Hein. Ils ont un langage mixé avec des mots très reconnaissables. Et puis, des petites onomatopées. Alors là, j'en ai un. Ah oui, c'est difficile à traduire. Hein. Voilà, mais un langage complètement irrésistible, des bruits bizarres, des rires faciles, parfaitement identifiables. Ça sort donc demain. Merci. Elle, c'est la reine Elisabeth. Et j'aimerais vraiment beaucoup avoir sa couronne. Vous êtes venu pour voler la couronne, n'est-ce pas? Vous devrez d'abord vous mesurer à moi. Voilà. Alors, une peluche devient une papouche. Et on a aussi la Copa Banana, puisqu'ils sont fans des bananes, ces petits mignons. Et puis, plein d'autres choses que vous pourrez découvrir en salle dès demain. Il faut absolument y aller. Je sais que vous emmènerez vos enfants, Jean-Charles. Avec plaisir, bien sûr. Merci, Laetitia Loreni. Vous étiez assortie, ça n'a pas échappé, évidemment, à leur tenue. On parle de toute autre chose maintenant. Avant d'aller à Vienne, dans un instant, pour suivre le développement des négociations sur le nucléaire, le Hamas, qui est engagé dans un nouveau bras de fer avec l'autorité palestinienne. À Ramallah, les services de sécurité palestiniens viennent d'arrêter en l'espace de quelques jours 200 activistes du Hamas en Cisjordanie, qui pourraient d'ailleurs être impliqués dans les récents attentats anti-israéliens commis en Cisjordanie. 2 Israéliens tués dans les dernières semaines. Joseph Emmanuel. Ils sont près de 200 hommes du Hamas à avoir été arrêtés en Cisjordanie par l'autorité palestinienne. Cette dernière affirme que ces membres de l'organisation islamiste ont participé aux attaques contre des Israéliens, des attaques commises ces 2 dernières semaines dans la région de Binyamin et qui ont coûté la vie à 2 civils israéliens. Une fois n'est pas coutume, dans une arrestation inter-palestinienne, et si l'attaque anti-israélienne commise par le Hamas est présentée par l'autorité palestinienne comme la raison officielle de l'opération, les observateurs voient en ce geste un prétexte pour agir et empêcher le Hamas de prendre le pouvoir en Cisjordanie. Une information qui vient directement d'un porte-parole des forces de sécurité palestiniennes, des attaques verbales et des arrestations auxquelles le Hamas n'a pas tardé à répondre. Ces arrestations font partie d'une coordination de la sécurité entre Israël et l'autorité palestinienne. Le Hamas confirme donc ces arrestations, nie les allégations de l'autorité palestinienne et prévient les membres de l'OLP et du Fatah que les représailles seront violentes si d'autres arrestations avaient lieu. Ces arrestations semblent aller dans le sens d'une coopération avec Israël. L'été dernier, les forces de sécurité de l'État juif avaient contrecarré une attaque du Hamas contre l'autorité palestinienne. Alors, peut-on aller jusqu'à parler d'une association entre Israël et l'autorité palestinienne contre le Hamas? Pas tout à fait. Car pour rendre une situation complexe plus complexe encore, des négociations discrètes auraient lieu entre le Hamas et Israël, avec comme objectif final une trêve de plusieurs dizaines d'années. Loin, le temps de la réconciliation Fatah-Hamas, c'était en juin 2014, un gouvernement d'unité nationale était formé entre Ismaël Haniyeh et Mahmoud Abbas. Mais aucune élection n'avait été prévue à Gaza, qui reste depuis près de 10 ans sous le contrôle exclusif du mouvement islamiste Hamas. Alors on est avec Daniel Haïk, bonsoir, analyste politique, et Patrick Béthane, bonsoir. Vous êtes expert en contre-terrorisme au centre interdisciplinaire d'Herzliya. Un mot donc sur ce qui se passe là, parce que c'est assez étonnant d'imaginer que l'autorité palestinienne finalement enquête sur des crimes commis dans les implantations que les Palestiniens dénoncent. C'est pas tout à fait étonnant. Le contexte est un peu particulier. Il faut rappeler que le gouvernement d'union nationale, entre guillemets, palestinien, n'existe plus de facto. Il a été rompu il y a de cela quelques semaines. Et il faut comprendre qu'il y a eu une position, on a eu le sentiment qu'après avoir révélé certaines informations sur la tenue de contact entre Israël et le Hamas, on a eu le sentiment que Mahmoud Abbas prenait peut-être un peu de recul, en tout cas l'autorité palestinienne, les forces de l'autorité palestinienne prenaient un peu de recul par rapport à la coopération en sécurité
militaire qui existe. Et c'est intervenu. Le résultat était qu'on a assisté à une recrudescence des actes terroristes à l'intérieur des territoires. Et il n'est pas impossible que les Israéliens aient dit à Mahmoud Abbas tout simplement qu'il fallait qu'il reprenne cette coopération, qu'il fallait que les forces de l'autorité palestinienne reprennent le dessus sur le Hamas et combattent les terroristes du Hamas, les arrêtent. Ça s'est déjà produit dans le passé. Il y a de cela plusieurs semaines, des cellules du Hamas ont été démantelées à Naplouse par l'autorité palestinienne. Donc, ça existe. Il y a eu peut-être un passage à vide de la part de Mahmoud Abbas qui était peut-être un peu vexé du fait que Israël négociait en secret avec le Hamas alors que lui-même aurait voulu pouvoir imposer son autorité dans la bande de Gaza. Cet accord qui se trame entre le Hamas et l'État d'Israël à propos de Gaza ne plaît pas à Mahmoud Abbas, mais apparemment, d'une certaine manière, Mahmoud Abbas comprend que s'il ne lutte pas contre le Hamas en Cisjordanie, en Judée et Samarie, il risque de perdre le pouvoir. Le Hamas est puissant là-bas, il risque de provoquer un coup d'État. Il y a déjà eu des précédents à ce niveau-là. Patrick Béthane. Oui, je suis d'accord avec votre analyse. Je pense que l'autorité palestinienne a peur de ce rapprochement avec le Hamas. Et il est clair aussi que l'autorité palestinienne voudrait que la situation et la région soient stables pour qu'elle continue à faire ce qu'elle fait contre Israël à l'ONU. Ouais. Alors justement, il y aura aussi là-dessus des informations qui font état peut-être d'un retrait d'initiatives françaises. C'est côté palestinien qu'on dit ça, d'initiatives de paix françaises qui pourraient être retirées, en tout cas pas maintenant, vu le tour que prennent les négociations à Vienne sur le nucléaire iranien, parce que la communauté internationale... Déjà eux-mêmes annoncé une sorte de retrait, ils se sont un petit peu rétractés, Laurent Fabius. Donc le moment apparemment n'est pas opportun. On va justement maintenant s'intéresser à ce qui se passe à Vienne sur le nucléaire. On vous l'a dit ce soir, plus de date butoir, en tout cas plus ce soir, peut-être vendredi, mais on a l'impression que maintenant on négocie au jour le jour. Léa Berdugo est toujours en direct de Vienne. Bonsoir Léa. On négocie toujours d'ailleurs ce soir, les discussions continuent. Bonsoir Jean-Charles. Oui, exactement. Les discussions vont continuer dans la nuit jusqu'au matin. C'est Philip Hammond, le ministre britannique des Affaires étrangères, qui nous l'a déclaré il y a quelques heures. Donc les négociations se poursuivent pour plusieurs heures et pour plusieurs jours, selon les termes de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Elles se poursuivent. Nous ne savons pas pour combien de temps, mais cependant, il y a une sorte de deadline qui a été fixée par les États-Unis par ce report du gel de certaines des sanctions américaines contre l'Iran jusqu'au vendredi 10 juillet. Et une source européenne nous confiait tout à l'heure que les Américains envisageaient de poursuivre jusqu'au dimanche 12. Alors, vous restez avec nous, Léa, encore un instant. Patrick Béthane, un mot là-dessus, parce que c'est pas très bon signe quand même de ne plus avoir d'ultimatum finalement envers l'Iran. On laisse les choses aller comme cela? C'est la bonne méthode? Je pense que les Américains et les Européens comprennent que ce contrat est problématique. Et ils comprennent que les Iraniens n'ont pas l'accord pour que l'inspection soit libre et ouverte. Et il est clair que les intentions iraniennes ne sont pas cachères, sont problématiques. Et dans ce cas, on peut attendre. Le 12 juin n'est pas une date sacrée, ça peut être même dans un an, même dans 6 mois. Et je crois que les Américains et les Européens commencent à prendre et mener ce pourparler. Donc on laisse les sanctions en attendant? Il y a des avis contradictoires apparemment entre, peut-être Léa peut le confirmer, entre le positionnement des Américains de John Kerry. Un matin il dit nous ne sommes pas pressés, il vaut mieux un accord de qualité plutôt que la montre. Le lendemain il a l'air de dire que si l'accord ne convient pas, eh bien les Américains partiront. Donc il y a une position américaine qui est parfois un peu difficile à suivre. Et il y a aussi un deadline, c'est que si cet accord n'est pas présenté d'ici jeudi soir au Congrès américain, eh bien le Congrès américain part ensuite vendredi en vacances et il ne revient que dans 2 mois. Et ce n'est que dans 2 mois que cet accord pourra être étudié par les membres du Congrès américain. Et ça arrange beaucoup les affaires des républicains et beaucoup moins les affaires du président Barack Obama. Ouais. Alors justement, Léa Berdugo, à Vienne, un dernier mot là-dessus. Quel est le calendrier finalement? Qu'est-ce qu'on envisage là? On va discuter. Vous pensez qu'on va arriver à un accord d'ici vendredi? Ou est-ce qu'on commence à dire que peut-être ça pourrait se prolonger éternellement?
Écoutez, nous nous trouvons un peu dans le flou. Comme on l'a dit précédemment, nous avons des sons de cloche différents de la part des différentes délégations. Les négociations pourraient se poursuivre pour une journée, pour 2 journées, éventuellement pour 3. Nous n'avons aucune confirmation officielle pour l'instant, mais ce que l'on a vu ce soir, c'était les divergences de vues au sein du groupe P5+1, notamment entre les Américains et les Russes, à propos de la question de la levée de l'embargo international de la vente des armes iraniennes à l'étranger, ce que souhaite l'Iran. Eh bien, les États-Unis étaient fermes sur le sujet. Ce ne sera pas levé alors que les Russes envisageaient un temps de lever cette sanction. Et pour Sergueï Lavrov, il a réaffirmé encore une fois tout à l'heure, eh bien, c'est le point le plus important des négociations à l'heure actuelle. Merci Léa Berdugo, qui se plaît à Vienne, hein, on dirait. Elle a l'air bien là-bas. Voilà, vous y êtes encore pour quelques jours, Léa. Donc patience. Nous ici, est-ce que vous avez l'impression que Israël, qui s'inquiète de voir les concessions faites, semble-t-il, aux Iraniens au jour le jour, a raison de s'inquiéter de ce qui est en train de se passer? Ou est-ce que finalement, si on négocie longtemps, c'est peut-être pour avoir un accord solide? Je crois que le fait qu'Israël est contre cet accord est tout à fait logique. Parce que vous savez maintenant, il y a 150 millions de dollars que les banques européennes vont libérer dans le cadre de cet accord. Et ces 150 millions de dollars ne sont pas pour développer l'économie des Iraniens, mais seront pour financer le terrorisme. Ce qui fait que je crois que je suggérais à Benjamin Netanyahu de suggérer, donc dans ce pourparler, qu'il y ait une condition sine qua non, selon laquelle l'Iran signe comme quoi elle arrête de financer le terrorisme mondial qui influencie non seulement Israël, mais tout le monde entier. Ouais. Ça semble peu probable. Ouais, c'est comme demander à un scorpion d'arrêter de piquer, peut-être. C'est peut-être difficile. Le sentiment, c'est que les Américains, pour revenir à eux, parce qu'ils ont un rôle extrêmement déterminant, eh bien, veulent malgré tout aller jusqu'au bout et obtenir un accord. On a du mal à imaginer que la diplomatie à outrance initiée par Barack Obama depuis le début de son second mandat, en particulier avec la Syrie et puis par la suite, cette diplomatie à outrance n'aille pas jusqu'au bout, y compris quitte à faire des concessions qui pourraient mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël. Il y a des experts, un homme comme David Albright, qui est un expert américain, un physicien expert américain en matière de nucléaire, qui a dit que si un accord est signé, eh bien, lorsque les Iraniens le violeront, eh bien, les Américains fermeront les yeux parce qu'ils n'ont pas intérêt à vérifier de trop près ce qui se passe. L'intérêt de Barack Obama semble clair, c'est de retirer les États-Unis du Proche et du Moyen-Orient, d'y laisser une autre puissance, et cette puissance, ça pourrait être donc les Iraniens. Merci à vous deux, Patrick Bethane, Daniel Haïk. Évidemment, on suit cela de très près dans les prochains points d'info. Également, dans un instant, nouveau journal complet avec Sarah Gaudron. Bonne soirée.